Bienvenue à nouveau. Nous sommes rejoints aujourd'hui par Chas Freeman, diplomate à la retraite, ambassadeur et ancien secrétaire adjoint à la Défense. Merci, comme toujours, de nous accorder votre temps. C'est un plaisir d'être avec vous, même si je joue au Père Noël avec une chemise rouge. C'est une belle couleur. Eh bien, en géoéconomie, on souligne souvent qu'il est prévisible que le déclin d'une puissance hégémonique puisse déstabiliser un système économique international ouvert et même déclencher une guerre, car une hégémonie confiante a intérêt à maintenir la confiance dans un système commercial ouvert et pacifique lorsqu'elle domine. En revanche, une hégémonie en déclin cherchera probablement à instrumentaliser sa position autrefois dominante pour empêcher l'ascension de rivaux et pourra même recourir à la force militaire pour conserver sa position affaiblie. L'un des domaines où cela peut être observé est la liberté de navigation, ces couloirs maritimes ouverts où les navires peuvent naviguer pour le commerce. Ils ont été essentiels au système ouvert d'échange et de paix pendant des décennies, mais ce système semble aujourd'hui se refermer. Nous avons des conflits dans les Caraïbes, des menaces contre le canal de Panama et un blocus du Venezuela. Nous voyons des attaques contre des navires civils en mer Noire et des tentatives visant, je suppose, à faire de la mer Noire un lac de l'OTAN. Nous observons également des problèmes dans l'Arctique et en Asie de l'Est. Donc, encore une fois, les exemples ne manquent pas. Comment interprétez-vous cette situation? Eh bien, permettez-moi de commencer par approuver votre remarque sur la perte de pouvoir des hégémons. Nous avons là une coïncidence intéressante. D'un côté, les États-Unis se replient sous la pression de la Russie, de leurs engagements excessifs à l'étranger, tout en affirmant des droits de coercition qu'ils n'avaient jamais revendiqués auparavant. J'y reviendrai dans le contexte du droit de la mer. Mais d'un autre côté, nous assistons aussi à un effondrement intérieur. Hannah Arendt a observé que lorsqu'un groupe puissant perd son pouvoir et ses privilèges, il se tourne vers un homme fort, lequel affirme alors que cette perte de pouvoir, quelle qu'en soit la cause ou la base électorale, est le fait d'un ennemi, et désigne un ennemi, en l'occurrence interne. C'est la thèse de Carl Schmitt appliquée aux États-Unis. Donc hier, ou plutôt la nuit dernière, nous avons eu ce qu'on a appelé le discours Bah Humbug de Donald Trump, un message de Noël dans lequel il a fait toutes sortes d'affirmations extravagantes et non étayées, promettant que tout irait à merveille dans quelques jours ou semaines. Ce sont les mêmes promesses creuses qu'il a déjà faites, et il était dans le déni de la réalité, à la fois intérieurement et extérieurement. Nous avons donc cette coïncidence d'un repli à la fois national et international, de la part du dirigeant des États-Unis et des États-Unis en tant que dirigeant. En ce qui concerne le droit de la mer et la liberté de navigation, cela pose problème depuis un certain temps déjà. L'expression « liberté de navigation » a été mal employée dans les soi-disant opérations de liberté de navigation menées par la marine des États-Unis, parfois rejointes par les marines britanniques et d'autres pays européens, contre des États qui revendiquent des droits de contrôle sur des mers adjacentes considérées comme inappropriées ou excessifs. Dans la mer de Chine méridionale, par exemple, la question est présentée comme un problème de liberté de navigation, alors qu'en réalité, le principal intérêt dans cette liberté appartient à la Chine, qui se voit pourtant accusée de la violer. Environ les 2/3 du trafic maritime dans la mer de Chine méridionale, soit à peu près 1/3 du commerce maritime mondial, sont en fait chinois. Il s'agit de navires à destination ou en provenance de la Chine, qu'ils soient chinois ou étrangers. Mais aucun pays n'a plus d'intérêt dans la liberté de navigation en mer de Chine méridionale que la Chine.
Ce qui est en jeu là-bas est en réalité une question technique. Il existe des revendications anciennes, ou dans certains cas plus récentes, entre les différents États riverains de la mer de Chine méridionale. Autrement dit, la Chine possède des revendications anciennes, reformulées selon les traditions juridiques occidentales dans les années 1930, puis à nouveau en 1948, par une étude chinoise menée sous le gouvernement du Kuomintang à Nankin, qui a tracé, je crois qu'il s'agissait d'une ligne à 11 points, englobant des revendications sur des rochers, récifs et autres formations en mer de Chine méridionale, au nom de la Chine. Cette ligne a ensuite été réduite à 9 tirets lorsque la Chine a cédé un groupe d'îles au Vietnam dans le golfe du Tonkin. Mais le problème, c'est que les revendications chinoises sur les châteaux de sable qu'ils ont construits au sommet de rochers dans la région sont délimitées par des lignes de base droites, plutôt que par des lignes de base suivant le littoral contigu. Nous considérons donc cela comme inapproprié au regard de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Ironiquement, bien sûr, la Chine est signataire et a ratifié cette convention. Les États-Unis, bien qu'ils aient joué un rôle majeur dans l'élaboration du traité, ne l'ont pas ratifié, et pourtant nous nous y référons pour diverses questions. L'un des exemples les plus absurdes, dans le cas de la mer de Chine méridionale, fut une tentative d'utiliser les dispositions du tribunal arbitral prévues par la Convention pour déclarer les revendications chinoises de souveraineté irrecevables. Mais la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer exclut explicitement la résolution des questions de souveraineté. C'est donc une farce juridique complète destinée à mettre la Chine sur la défensive. Nous n'adoptons pas la même position à l'égard de la trentaine d'îles ou de rochers que le Vietnam a également garnis et fortifiés. La revendication des Philippines remonte, je crois, à 1975 et celle de la Malaisie à un peu plus tard. Quoi qu'il en soit, c'est un désordre. Ainsi, le droit de la mer commence avec les États-Unis, affirmant qu'ils respectent le droit de la mer, alors qu'ils ne font pas partie de la Convention. Et le droit de la mer comporte d'autres dispositions, tout comme les lois de la guerre qui sont actuellement violées dans les Caraïbes et dans le Pacifique oriental. C'est un acte de guerre que de couler un bateau, qu'il transporte des civils ou du personnel militaire, plutôt que de l'intercepter et de l'inspecter pour y rechercher de la contrebande, ce qui est autorisé, puis d'arrêter toute personne coupable de transporter de la contrebande, comme de la drogue. On ne peut pas simplement les tuer. Il n'y a aucun respect de la procédure légale. Et pourtant, c'est ce que nous faisons. Non seulement nous commettons ces meurtres en mer, mais nous avons aussi tué au moins 2 survivants. Lors de la première attaque contre un bateau, 2 personnes ont survécu environ 45 minutes. Elles ne représentaient évidemment aucune menace pour qui que ce soit. Elles luttaient pour leur vie, agrippées à des débris. Et pourtant, elles ont de nouveau été frappées et assassinées, apparemment sur ordre du secrétaire à la défense, qui se fait appeler le secrétaire à la guerre. Il affirme qu'il n'a pas vu cela. Il ne prétend pas ne pas l'avoir ordonné, et c'est important, car cela fait de lui un criminel de guerre. Et voilà. Ensuite, les États-Unis se sont livrés à d'autres actes similaires. Ce sont tous des actes de piraterie, autant que des actes de guerre. Parmi les autres actes de piraterie, figure la saisie d'un pétrolier prétendument à destination de Cuba, sous le prétexte fallacieux qu'il avait été sanctionné unilatéralement par les États-Unis pour avoir soi-disant, de manière assez incroyable, transporté du pétrole vers le Hezbollah, qui, la dernière fois que j'ai vérifié, ne gérait pas de station-service au Liban, et les gardiens de la révolution iranienne.
Je pense que le droit de la mer s'est complètement effondré et qu'il n'est respecté nulle part. Vous avez mentionné un certain nombre d'autres infractions, mais vous n'avez pas parlé de la mer Rouge, où les Houthis ont mené un blocus terrestre réussi contre Israël. Ils avaient le droit légal de le faire en vertu de la Convention sur le génocide. Ils l'appliquaient. La Convention exige des signataires dont ils font partie préviennent le génocide et qu'ils prennent des mesures militaires si nécessaire pour ce faire. Et les États-Unis, bien sûr, ont dépensé $1 milliard pour tenter de briser ce blocus et ont échoué. C'est donc, je suis désolé de le dire, une partie d'un effondrement beaucoup plus large du droit international, un manque de respect pour la Charte des Nations Unies, les normes établies après la Seconde Guerre mondiale, les lois et conventions élaborées pour refléter ces normes. Les résultats des procès de Nuremberg sont quotidiennement violés par les Israéliens. Et nous avons, vous savez, d'autres exemples. L'Ukraine, par exemple. La Russie peut très bien, en termes de ses propres intérêts nationaux et de sécurité, avoir de bons arguments pour justifier la nécessité de ce qu'elle a fait en Ukraine, c'est-à-dire envahir l'Ukraine, mais cela reste illégal au regard du droit international. Le fait que les intérêts nationaux russes soient servis, tout comme les intérêts nationaux américains le seraient prétendument en tentant d'étrangler le Venezuela, ne rend pas cette action légale. Je dirais donc, Glenn, je suis désolé pour la longueur de tout cela, mais tu sais, c'est une question incroyablement complexe, et ses implications sont très vastes. Nous entrons dans un monde où l'état de droit, l'ordre fondé sur des règles et sur le consensus des acteurs internationaux, est en train de disparaître, s'il n'a pas déjà disparu. Et nous revenons au XVIIe ou XVIIIe siècle, à l'époque de la piraterie en haute mer, avec des actions entreprises sans justification légale, sans réciprocité des règles, sans application des règlements, sans normes régissant les actions des États souverains, ou d'ailleurs des acteurs non étatiques. Comment comparez-vous les rôles des États-Unis, de la Russie et de la Chine dans la structuration du contrôle maritime? Quelles sont leurs stratégies dans ces régions? Parce que on a l'impression, bien sûr, que pour les Chinois, comme vous l'avez mentionné plus tôt, la mer de Chine méridionale est évidemment une priorité. J'imagine qu'ils veulent percer dans cette région, les doubles chaînes d'îles contrôlées par les États-Unis. Les Russes, de toute évidence, sont très sensibles à la présence de l'OTAN en mer Noire, en mer Baltique et dans l'Arctique. Non seulement à leur présence, mais à leur présence croissante et à leur exigence à peine dissimulée de domination. Mais quelles sont les priorités des États-Unis ici? Parce que les États-Unis se trouvent aussi dans une position difficile. Ils doivent se réajuster. À un certain niveau, ils veulent contenir leurs adversaires, mais ils doivent aussi établir des priorités, car la puissance est limitée. Alors, comment voyez-vous la concurrence entre ces priorités et ces intérêts? Eh bien, je pense que, dans le cas des États-Unis, comme vous l'avez indiqué ou sous-entendu, nous avions essentiellement pendant la guerre froide et la période qui a suivi la Seconde Guerre mondiale, le contrôle effectif des mers du monde. Bien sûr, les Russes et d'autres faisaient des apparitions, mais, dans l'ensemble, les mers étaient dominées par les États-Unis, qui avaient remplacé la marine britannique dans ce rôle. Nous essayons donc de conserver ce contrôle, ce qui n'est plus possible. Ironiquement, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, à une ou deux exceptions importantes près, a confirmé les règles que les États-Unis cherchaient à imposer. Les exceptions étaient que nous devions accepter une limite de mer territoriale de 12 000 au lieu de 3. C'est une décision que le président Reagan a approuvée lorsqu'il a appris que des sous-marins soviétiques se trouvaient juste au-delà de la limite des 3 000, capables de frapper des cibles aux États-Unis avec seulement quelques minutes de temps de vol pour des missiles lancés depuis leurs navires.
of flight time from ship-borne missiles. And so you went for 12 miles, which was... Et ainsi, il a opté pour une limite de 12 milles, comme le recommandaient d'autres. Traditionnellement, la mer territoriale était définie par la portée des canons, et ceux-ci sont devenus plus précis à de plus longues distances. C'était donc un premier élément. L'autre concernait les zones économiques exclusives, c'est-à-dire les zones où le fond marin et les ressources situées au-dessus de celui-ci devaient être exploitées par l'État côtier, qui en détenait les droits exclusifs. Les États-Unis ont en réalité été les pionniers de ce concept lors d'un différend avec le Canada au sujet des riches zones de pêche au large de Terre-Neuve et de la Nouvelle-Écosse. Mais nous nous y sommes opposés lorsque le Pérou et d'autres pays d'Amérique du Sud ont revendiqué une limite de 200 milles avant de finalement l'accepter. Ainsi, les États-Unis se trouvent dans la position de chercher à perpétuer des droits, certes modifiés, que nous détenions à l'époque de notre hégémonie mondiale. Les Chinois et les Russes se trouvent dans une position difficile. Je vais laisser les Russes de côté pour le moment, bien que je sache qu'ils préoccupent particulièrement la Norvège dans l'Arctique. Mais les Chinois n'ont traditionnellement pas été une puissance maritime. Ils ont toujours été une grande puissance de pêche dans leurs mers proches, mais pas dans les mers lointaines. Aujourd'hui, ils sont actifs à l'échelle mondiale. La plus grande flotte de pêche du monde, dirigée par des gens qui s'intéressent à attraper du poisson et se soucient peu de la légalité de leurs actions. Donc, un groupe plutôt coriace, si vous ne les avez jamais rencontrés. Mais les pêcheurs ne sont généralement pas des âmes tendres, même en Norvège, je suppose. Je pense donc que dans le cas des Chinois, il existe plusieurs intérêts stratégiques. Cela reflète le fait que l'invasion de la Chine par l'Occident, commencée par les Portugais et les Espagnols, suivie des Néerlandais, des Britanniques, puis d'autres, y compris les Américains après leur indépendance, est venue du Sud, par la mer de Chine méridionale. Ainsi, la Chine souhaite établir un périmètre défensif éloigné de ses côtes afin de se protéger contre une répétition de telles attaques étrangères, dont la plus célèbre fut bien sûr la conduite britannique lors des guerres de l'opium, affirmant le droit de vendre des stupéfiants aux Chinois, indépendamment de l'avis du gouvernement chinois. Il y a là une certaine ironie, compte tenu du problème du fentanyl avec les États-Unis à l'heure actuelle. Quoi qu'il en soit, c'est le premier point. Le second point est que, comme vous l'avez indiqué plus tôt, le Japon a inventé le concept des deux chaînes d'îles pour défendre ses possessions au Japon et sur le continent chinois. La marine américaine a adopté cette idée pendant la Seconde Guerre mondiale, et nous avons cherché à franchir ces deux chaînes d'îles depuis l'autre côté, depuis le Pacifique oriental, en traversant les défenses japonaises pour atteindre la Chine. Et nous y sommes parvenus. Aujourd'hui, nous faisons face à la Chine, qui affirme désormais son droit à contrôler les mers, ou du moins à exclure les navires étrangers jugés hostiles de sa zone immédiate dans ses mers proches. Nous patrouillons ces eaux de manière agressive. Nous menons environ 4 patrouilles, des incursions dans l'espace maritime revendiquées par la Chine, le long de la limite des 12 milles, la franchissant parfois chaque jour. Nous sommes donc directement face aux Chinois, et ils ont réagi en construisant une immense capacité navale pour y faire face. Donc les Chinois sont une chose. Ils s'intéressent également à l'Arctique et entretiennent désormais, grâce à la politique américaine qui a rapproché la Chine et la Russie, une relation arctique assez coopérative avec la Russie. Ce n'est pas entièrement coopératif, car les Russes revendiquent des droits particuliers, étant donné qu'une grande partie de l'Arctique borde le territoire russe ou en fait partie. Les Russes, bien sûr, ont un fort intérêt à empêcher que la mer Noire ne devienne un lac de l'OTAN. Et là encore,
il y a beaucoup d'histoires. La marine britannique a autrefois tenté de faire de la mer Noire un lac britannique, ce qui a eu un lien avec la guerre de Crimée au XIXe siècle. Sébastopol, la principale base navale russe tsariste sur la mer Noire, fut l'objectif de l'attaque britannique. Nous avons maintenant une guerre entre la Russie et l'Ukraine, avec l'Ukraine soutenue par les forces de l'OTAN, et une sorte de chaos en mer Noire, où des navires civils sont attaqués de divers côtés, en violation du droit international. La situation dans la Baltique est également très complexe. Les membres baltes de l'OTAN ont tenté de contrôler le passage des navires russes dans la Baltique. Il existe là-bas des frontières contestées, comme dans l'Arctique, et je conclurai ici, il existait une longue tradition de retenue mutuelle entre la Norvège et la Russie. Même pendant la guerre froide, les Russes respectaient les accords conclus avec la Norvège concernant les frontières arctiques. Mais maintenant que l'OTAN se montre plus agressive et n'est plus considérée par les Russes comme une alliance défensive, il me semble que ce modus vivendi entre la Norvège et la Russie est quelque peu menacé. Modus vivendi between Norway and Russia is in some jeopardy. Eh bien, il semble simplement que pour la Russie, l'accès aux voies navigables ait toujours été un élément clé de son histoire. Depuis l'effondrement de la Ruse de Kiev au XIIIe siècle, la Russie a eu besoin d'un accès aux corridors maritimes pour le commerce. Cela a toujours été très important. Elle a toujours eu ces 3 océans à ses frontières occidentales. Maintenant, la mer Noire, bien sûr, est importante. Mais oui, comme vous l'avez dit, non seulement la guerre de Crimée au milieu du XIXe siècle, mais en effet, cela a été l'un des grands déclencheurs du conflit. Le coup d'État en Ukraine a été perçu comme un moyen de chasser la flotte russe de la mer Noire de Crimée. Ainsi, l'annexion de la Crimée est devenue un objectif. Mais maintenant, bien sûr, nous voyons ces attaques contre des navires civils russes en mer Noire. Et désormais, les Russes semblent de plus en plus déterminés à concentrer leurs priorités autour d'Odessa, afin de s'assurer que cela ne se reproduise plus à l'avenir. Vous avez également mentionné la mer Baltique. Ce n'est pas seulement que l'OTAN aspire à en faire un lac de l'OTAN. Même un ancien secrétaire général de l'OTAN a soutenu que, maintenant que les Finlandais et les Suédois font partie de l'Alliance, on pourrait imposer un blocus à Saint-Pétersbourg ou même à Kaliningrad. Le simple fait que nous en parlions ouvertement semble être à peu près aussi proche qu'on puisse l'être d'une déclaration de guerre. Et la troisième mer, bien sûr, comme vous l'avez dit, l'Arctique, est également très importante, surtout maintenant que les Russes travaillent sur cette route maritime du Nord. Ce sera un corridor très rapide et peu coûteux, reliant l'Asie et l'Europe, et il sera presque entièrement en dehors du contrôle des États-Unis. Les Russes considèrent les États-Unis, ou plutôt les propos de Trump sur l'acquisition du Groenland, comme liés à l'Arctique, évidemment. Et dans cette partie du monde, la Scandinavie, qui était une région de paix pendant la guerre froide, se positionne désormais davantage comme une ligne de front. C'est la Suède et la Finlande, bien sûr, qui rejoignent l'OTAN au lieu de rester neutres. Et, comme vous l'avez mentionné, les Norvégiens avaient autrefois une sorte de version OTAN allégée pour eux-mêmes. Ils ne voulaient pas trop d'activités américaines dans le Nord. Ils ne voulaient pas de bases étrangères. Mais maintenant, toute la Scandinavie se remplit de bases américaines, et on dirait que nous allons devenir l'Ukraine du Nord, en nous plaçant en première ligne face à la Russie. Oui. Mais penses-tu qu'une paix durable entre l'Occident et la Russie nécessite une composante navale? Parce qu'il s'agit en fait du contrôle des mers. J'ai oublié qu'il a écrit. Il y a environ un siècle, le chercheur américain qui a inventé le terme Rimlands.
Il faisait remarquer que depuis que Pierre le Grand a vaincu les Suédois en 1721, les efforts du Royaume-Uni puis des États-Unis ont consisté à contenir la Russie, et que cela signifie limiter son accès à la mer. Mais il semble que nous combattions souvent les symptômes. Comment pouvons-nous aborder ces questions pour réellement résoudre nos problèmes? Eh bien, au final, ça nous ramène au fait qu'il s'agit d'une exigence absolue pour la stabilité mondiale, la prévisibilité et l'absence de guerre, sinon la paix. Car l'absence de guerre n'est pas la paix. Mais il faut des règles, et des règles convenues, non pas des règles imposées par une seule partie, mais des règles acceptées par plusieurs. Et la Russie est clairement un acteur important. Historiquement, je dirais que la fondation de la Russie a beaucoup à voir avec l'utilisation du Volga par les Norses ou les Vikings pour descendre jusqu'à la Méditerranée. Et Kiev, en réalité la Russe de Kiev, a commencé comme un établissement lié à la Scandinavie. Ainsi, les Russes, dès le début, avaient un intérêt à atteindre la Méditerranée par le Volga. La mer Noire et les Dardanelles. Ils se sont également intéressés à la mer Baltique, pour la raison évidente que Saint-Pétersbourg s'y trouve bien sûr, et que la Ligue hanséatique allemande s'est étendue dans la Baltique. Les Russes sont très sensibles à ce sujet. Mais aujourd'hui, bien sûr, en raison du réchauffement climatique, il existe un passage du nord-ouest à travers l'Arctique que les Chinois commencent à utiliser pour expédier vers l'Europe, et que les Russes cherchent à la fois à faciliter et à contrôler. Il y a un autre océan, bien sûr, c'est le Pacifique. La Russie a annexé la côte pacifique et la partie nord de Sakhaline afin d'avoir une position de contrôle dans le Pacifique. Ils se sont étendus jusqu'en Alaska, puis l'ont finalement vendu pour 15 millions de dollars aux États-Unis. Jusqu'à présent, je pense qu'ils n'ont pas imité Donald Trump en essayant de la récupérer. Mais oui, comme vous l'avez dit, il existe, dans l'histoire russe, une obsession pour l'accès à la mer. Cela n'a pas disparu et doit être reconnu. Il existe un traité qui régule le passage par les Dardanelles, qui traverse bien sûr le territoire turc, et la question se pose aujourd'hui de savoir à quel point ce traité est encore solide. Je pense donc oui que le moment approche où il faudra organiser une grande conférence sur la régulation de la mer. Il y a deux autres points que j'aimerais mentionner. Le premier est qu'il n'existe pas de véritable réglementation de la pêche, et nous surexploitons terriblement les ressources. La mer commence à être cultivée. Vous faites cela en Norvège avec le saumon. Les Chinois le font maintenant même avec le thon et d'autres poissons qui se situent bien plus haut dans la chaîne alimentaire que le saumon. Et il n'existe absolument aucune réglementation à ce sujet. Aucune règle convenue sur la pollution que cela engendre, les obstacles à la navigation que cela provoque, et ainsi de suite. Nous devons agir à ce propos. En l'absence d'un accord dans la mer de Chine méridionale, les droits de pêche sont devenus un point de discorde majeur. Il devrait exister, à mon avis, quelque chose de semblable au Conseil de l'Arctique pour la mer de Chine méridionale. Mais le Conseil de l'Arctique, bien sûr, a désormais exclu la Russie de ses délibérations, et il n'est donc plus efficace en tant qu'organe de réglementation. L'autre question concerne l'exploitation minière des fonds marins. Les nodules présents sur le plancher océanique sont riches en manganèse, en fer et en d'autres minéraux importants. Le problème, c'est qu'on peut les exploiter, mais elles semblent avoir une grande importance écologique. Beaucoup de ces nodules abritent des coraux, des éponges et d'autres formes de vie. Ils semblent jouer un rôle dans la régulation ou l'émission d'oxygène dans les océans, ce qui est assez important puisque près de la moitié de l'oxygène mondial provient des océans. Or, tout cela n'est pas encadré. Il existait un accord international, mais les États-Unis ne le respectent pas.
L'administration Trump agit de manière unilatérale. Les Chinois mènent un programme d'exploitation très actif, dans les limites de l'accord existant, je crois. Mais celui-ci aussi est en train de se déliter. Ainsi, l'état de droit, ou ce qui en tenait lieu pour réguler les transactions et comportements internationaux, est en train de disparaître dans tous les domaines. Oui, eh bien, on n'a pas vraiment l'impression qu'il y ait une volonté de rétablir des règles, pourtant. Surtout ici en Europe, chaque fois qu'on parle de la manière de gouverner les mers, il est toujours question de la nécessité d'un puissant moyen de dissuasion, la possibilité d'un blocus, une force militaire importante, pour s'assurer que l'OTAN reste dominante en mer Noire ou en mer Baltique également. Et dans l'Arctique, on parle désormais sans cesse de la nécessité de traquer les sous-marins russes, de pouvoir les repérer et les suivre partout, en permanence. C'est une paix hégémonique, pourtant. C'est de cela qu'il parle. Il ne s'agit pas de reconnaître des droits mutuels ni des préoccupations communes en matière de sécurité, mais d'une paix fondée sur la domination. Mais il me semble que nous cherchons un nouveau cadre juridique pour accommoder cette hégémonie. En Europe, nous utilisons désormais le terme « flotte fantôme russe » et l'on commence à parler du droit de monter à bord de ces navires, de les arrêter ou de les confisquer. Mais cela n'a pas vraiment de sens. Les Russes pourraient imposer des sanctions unilatérales à nos navires, mais cela ne leur donnerait pas pour autant le droit de se livrer à la piraterie. C'est la même chose aujourd'hui avec les États-Unis dans les Caraïbes. Toute cette idée selon laquelle, eh bien, ce sont des narco-terroristes. C'est la nouvelle expression, et elle sert désormais à justifier la saisie de pétroliers entiers et l'imposition de blocus. En somme, tout cela constitue des actes de guerre. Sommes-nous donc en train d'aller dans cette direction, celle de tenter de légaliser des actes de guerre? Apparemment, un blocus constitue un acte de guerre en vertu du droit international. Ce blocus visant les navires à destination ou en provenance du Venezuela, des pétroliers, s'applique pour le moment uniquement à ceux qui ont été spécifiquement et unilatéralement sanctionnés par les États-Unis. Cela inclut donc la soi-disant flotte fantôme russe, mais pas les pétroliers opérant sans sanction, qu'ils soient liés à la Russie ou à d'autres adversaires désignés des États-Unis, l'Iran par exemple. Mais il s'agit évidemment d'une mesure provisoire, et elle est totalement illégale, car selon la Charte des Nations Unies, les sanctions unilatérales de ce type sont illégales. Néanmoins, elles constituent une caractéristique essentielle du monde actuel, ce qui montre à quel point nous nous sommes éloignés des idéaux que nous étions censés respecter à la suite de la Seconde Guerre mondiale. L'ordre international d'après-guerre est donc en train de s'effondrer complètement. Je ne sais pas quelle est la justification juridique de ces choses, car aucun argument n'est jamais fourni. C'est simplement une affirmation, c'est légal. Eh bien, il n'y a aucune explication sur pourquoi c'est légal, sur quelle loi cela repose, sur quelle grande convention internationale ça s'appuie. Et vous savez, pour illustrer le fait que cela ne se limite pas à la question de la liberté de navigation en haute mer, ou du passage inoffensif dans les mers territoriales, ou du transit de navires de guerre dans les zones économiques exclusives, avec une intention pacifique. Pensez aux conventions de Genève. Soudainement, en Afghanistan, les États-Unis ont inventé une catégorie appelée combattants ennemis, qui n'avaient pas droit aux protections des conventions de Genève. Eh bien, c'était une catégorie entièrement inventée, fictive, qui exprimait en gros « la force prime le droit ». Et maintenant, nous avons une catégorie fictive appelée narco-terroriste, qui serait prétendument engagée dans une attaque armée contre les États-Unis, quelque chose d'imperceptible pour quiconque en dehors de la Maison-Blanche.
Il n'y a donc aucun respect pour la vérité. On nous dit que la vérité est la première victime de la guerre. Nous devons être en guerre avec tout le monde. On pourrait dire que c'est une forme de domination, ou encore une tyrannie, puisque ceux qui en subissent les effets n'ont aucun droit reconnu, et que la force prime le droit. Nous revenons au dialogue mélien des Athéniens. Les forts font ce qu'ils peuvent, et les faibles subissent ce qu'ils doivent. Ainsi, tous les progrès accomplis, à commencer par Grotius et d'autres dans l'élaboration du droit international, Oui, tout cela concernait le combattant ennemi. C'est Bush qui a introduit ce concept, non? Oui, je me souviens que ça avait fait pas mal de bruit à l'époque, parce que c'était un bon exemple d'une autre tentative de légaliser l'illégal, si l'on peut dire. Soit on est un combattant, c'est-à-dire qu'on porte l'uniforme, qu'on représente l'armée adverse, mais si on est arrêté, bien sûr, on devient un prisonnier de guerre, et une fois la guerre terminée, on est libéré. On n'est pas... Eh bien, en tant que prisonnier de guerre relevant des conventions de Genève, vous avez aussi certains droits. Oui, des droits. Être libre de toute torture, recevoir une alimentation adéquate, permettre à la Croix-Rouge d'inspecter votre état, et ainsi de suite. Et vous pouvez faire l'objet d'échanges de prisonniers, comme le font actuellement les Russes et les Ukrainiens. Exactement. Mais vous savez, il y a eu plutôt une déviation d'un principe fondamental du droit international établi après la Seconde Guerre mondiale, lorsque Israël, suivi par les États-Unis, a inventé et justifié la défense préventive. Autrement dit, vous pouvez attaquer quelqu'un si vous imaginez qu'il pourrait vous attaquer, même s'il n'a donné aucune preuve d'une telle intention. Ainsi, vous pouvez attaquer préventivement des adversaires potentiels. Vous n'avez pas besoin d'attendre qu'ils adoptent une position agressive ou offensive. Vous pouvez simplement leur faire ce que vous voulez. Et nous voyons Israël agir ainsi aujourd'hui, tout comme les États-Unis avec le Venezuela. Eh bien, avec le combattant ennemi, c'était clair, je suppose, parce qu'il n'y a que deux catégories principales. Soit on est un combattant, soit on est un civil. Mais si l'un relève de la Convention de Genève, l'autre devrait avoir droit à un procès devant un tribunal, puisqu'il s'agit d'un civil. L'existence de cette troisième catégorie ne rentrait nulle part, donc c'était plus intéressant. La frappe préventive, en revanche, liée à l'Irak, était une déviation, car il y avait au moins un argument selon lequel le droit international permettait une frappe préventive dans une certaine mesure. Mais il fallait alors prouver qu'une attaque est imminente, qu'elle représentait un danger immédiat et urgent. Quelqu'un, vous savez, les missiles sont en train de se préparer à être lancés contre vous. Préemptive, ce n'est pas la même chose que... préventive. Ce n'est pas la même chose qu'une frappe préemptive. Préventive, c'est ce qu'était l'Irak. À un moment donné, l'Irak pourrait nous attaquer avec des armes de destruction massive. Donc, pour cette raison, nous allons envahir maintenant. Ce n'est pas ce que la doctrine de la frappe préemptive était censée permettre. Eh bien, c'est exact. Et vous voyez cela, vous avez tout à fait raison. Préventif est le mot-clé. On le constate avec les violations israéliennes du soi-disant cessez-le-feu à Gaza et du soi-disant cessez-le-feu au Liban, avec l'assassinat de dirigeants ennemis sous cette doctrine d'attaque préventive, de défense préventive. C'est donc une parodie de ce que les procès de Nuremberg ont produit. Et il y a aussi cette question, eh bien j'ai été corrigé, je crois, par quelqu'un, qu'au cours de la Première Guerre mondiale, un commandant de sous-marin allemand a été condamné à mort pour le crime d'avoir mitraillé des survivants civils d'un navire qu'il avait coulé. Je crois qu'il y avait des religieuses canadiennes à bord de ce navire. Il les a tuées à la mitrailleuse. Donc vous voyez, ces normes remontent assez loin et elles sont toutes suspendues.
Lorsqu'on a posé la question au sujet de l'attaque contre les survivants, la seconde frappe ou attaque, la deuxième phase, peu importe comment on l'appelle, dans les Caraïbes, la question était de savoir comment cela pouvait être justifié, comme exécuter des gens qui flottaient simplement sur les débris. La réponse de la Maison-Blanche a été légitime défense, ce qui est absurde. C'est absurde. Permettez-moi de vous poser une dernière question cependant. Comment percevez-vous la menace croissante d'un affrontement autour de ces corridors maritimes et son impact, je suppose, sur la rivalité entre grandes puissances? Car d'un côté, ils pourraient simplement s'affronter au sujet des corridors existants. Ou à l'inverse, on pourrait assister à une intensification des efforts pour se diversifier et s'éloigner de ces routes. Évidemment, l'initiative des nouvelles routes de la soie met en place de nouveaux itinéraires qui ne sont pas vulnérables à ces points d'étranglement, que ce soit à Malacca ou ailleurs. Vous savez, le corridor international de transport sud, voire la route arctique. Pensez-vous que ces nouveaux corridors vont se développer dans les prochaines années en raison d'une confiance réduite dans la liberté de navigation? Eh bien, nous avons déjà eu la guerre avec le Yémen à propos du blocus en mer Rouge, l'obstruction de la liberté de navigation là-bas, qui, comme je l'ai suggéré, pouvait être considéré comme légalement justifié au titre de la Convention sur le génocide, bien que d'autres contestent ce point. Quoi qu'il en soit, nous avons mené un bombardement actif du Yémen par une flotte navale américaine qui a duré assez longtemps avant que nous ne reconnaissions que cela ne fonctionnait pas et que nous y mettions fin. Nous avons donc déjà connu ce conflit autour de l'entrave à la liberté de navigation. Heureusement, jusqu'à présent, il n'y a pas eu de conflit de ce type en mer de Chine méridionale, dans la Baltique ou d'ailleurs dans l'Arctique. Mais il me semble que ce n'est qu'une question de temps avant que cela n'arrive. Et en mer de Chine méridionale, dans la Baltique et dans l'Arctique, nous parlons de grandes puissances nucléaires comme la Chine et la Russie, pas des Yéménites. C'est donc quelque chose de très important, et cela illustre la logique, l'urgence, de tenter de rétablir une certaine forme d'ordre, un certain consensus sur ce qui est permis et ce qui ne l'est pas, dans ces nouveaux ou anciens corridors de transport. La mer Rouge est un ancien corridor de transport relié au canal de Suez et au Bab el-Mandeb. Et la Baltique, bien sûr, est une voie historique d'une grande importance pour le commerce mondial. L'Arctique, lui, est nouveau. Mais je ne vois personne prendre l'initiative. Et nous en arrivons peut-être ici au point final, le plus dommageable, à savoir que, vous savez, les États-Unis ne dirigent plus. Elle se livre à des activités criminelles et non à un effort pour instaurer un état de droit. La Chine, vers laquelle tout le monde semble se tourner pour prendre la tête, ne paraît pas vouloir le faire. Les Chinois se concentrent très fortement sur leurs propres intérêts intérieurs, leur propre reconstruction et revitalisation économique, et ne souhaitent pas être responsables de la sécurité ou du comportement des autres. En réalité, ils considèrent clairement les alliances comme des fardeaux plutôt que comme des atouts et n'en ont pas. Je veux dire, ils disposent d'un État protégé en Corée du Nord, servant de zone tampon contre les forces américaines en Corée du Sud, et ils protègent dans une certaine mesure le Pakistan afin d'atténuer l'hégémonie indienne en Asie du Sud. Mais en dehors de cela, ils évitent toute relation ou tout engagement contraignant, et ils ne prennent pas l'initiative. Ils ne dirigent pas. Ils font des choses utiles pour lutter contre le changement climatique, mais ils ne dirigent pas la formulation de règles, de propositions ou de programmes. Ils ne le font pas non plus en matière de non-prolifération, même s'ils sont favorables à des restrictions sur la prolifération nucléaire. Ils ne le font pas non plus à l'OMC, que les États-Unis ont saboté. Je veux dire,
Ils intègrent des règles dans des accords commerciaux bilatéraux ou plurilatéraux pour le règlement des différends, et ainsi de suite. Et ils abaissent les tarifs douaniers, à la fois unilatéralement et à la suite de ces accords, tandis que les États-Unis font le contraire. Mais ils ne prennent pas les choses en main. Ils ne dirigent pas les négociations. L'Europe est manifestement incapable de diriger quoi que ce soit. Comme le montre la querelle à Bruxelles aujourd'hui au sujet de la saisie des réserves russes en garantie pour financer la défense de l'Ukraine contre la Russie, qui divise fortement les membres de l'UE. Et les États-Unis s'opposent apparemment à cette saisie particulière, mais sans grande fermeté. Alors qui va diriger? L'Inde n'a aucune envie de diriger. Je veux dire, elle a joué un rôle dans le démantèlement de l'OMC en revendiquant des droits dans le commerce agricole, ce qui a contribué à paralyser l'institution en matière de libéralisation commerciale. Alors est-ce que les BRICS vont diriger? Ils n'en montrent aucun signe. Ils se sont réunis à Rio de Janeiro. Certains pensaient qu'ils prendraient l'initiative, mais ils ne l'ont pas fait pour proposer de nouvelles règles. L'Organisation de coopération de Shanghai agit dans un domaine limité et se concentre sur la sécurité plutôt que sur l'élaboration de règles. Alors, qui va diriger et quand vont-ils commencer à le faire? Je n'en sais rien. Quand je réfléchis à cette question de savoir qui devrait diriger, cela me rappelle un problème similaire avec le maintien de la paix. J'enseignais autrefois un cours sur le maintien de la paix à l'université, et un thème central revenait toujours. Pourquoi les pays dépenseraient-ils du sang et de l'argent pour maintenir la paix quelque part? Ils ne le feraient que s'il y avait un intérêt national en jeu. Et dès qu'un intérêt national est en jeu, on ne peut pas s'attendre à ce qu'ils agissent sans parti pris. En d'autres termes, les règles ne passeront pas en premier. Leurs intérêts, oui. C'est donc un problème récurrent. J'imagine que c'est la même chose pour le respect des règles maritimes. Mais quand je vois toutes ces attaques contre des navires civils en mer Noire, ou le blocus du Venezuela, ou d'autres exemples encore, je ne pense pas que les responsables politiques mesurent les forces qu'ils déclenchent, car il semble que les conséquences seront considérables. Les gens ont oublié la règle d'or, qui, dans les formulations confucéennes et juives, est énoncée de manière négative. Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'ils te fassent. C'est un principe solide et il semble que nous l'ayons oublié. Malheureusement, oui. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Wow. Eh bien, merci pour ce que vous faites.